Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. La sortie médiatique des avocats de certains fournisseurs du ministère de la Défense nationale cités dans le rapport d'audit continue de susciter des réactions. Celle de l'acteur de la société civile, Nuhu Arzika. Je vous invite donc de suivre un extrait avant de le retrouver en partie magazine de ce journal. Il y a des gens qui sont en cause et dont on a vu clairement le niveau d'enrichissement. On les connaît avant qu'ils soient nommés à ces fonctions. On connaît qui ils sont. Et voilà, aujourd'hui, on les retrouve dans une situation où ils sont devenus des magnats, des multimilliardaires, ils constituent désormais la nouvelle nomenclature, la nouvelle classe moyenne, avec les ressources qui les permettent d'acheter tout ce que nous sommes en train de connaître et de savoir aujourd'hui, parce que les langues se délient là. Voilà pourquoi nous considérons que ce que les avocats là ont fait, c'est peine perdue. C'est juste pour en fait, amuser la galerie. Tout ce qui a été dit et qui a été relevé et qui est susceptible d'avoir une qualification pénale, c'est au juge de décider. Ce n'est pas à l'avocat. Maintenant que les avocats soient dans la position, parce qu'ils doivent justifier qu'ils sont en train de faire quelque chose pour qu'ils puissent bénéficier, comment on appelle ça, des honoraires importants, et qu'ils prennent leur part du pactole qui a été encaissé par tous ces gens-là. Nous comprenons bien cela, mais nous estimons que c'est ridicule et que c'est même un acte, une démarche ignoble, qui ne doit pas être, de notre point de vue, observée, parce qu'elle n'est pas de nature à permettre à l'opinion de comprendre. Personne n'est aujourd'hui disposé dans sa tête à comprendre que ce qui s'est passé au niveau du ministère de la Défense, que quelqu'un vient nous dire qu'il n'y a rien, que ce n'est que du bruit, que tout ce qui s'est passé est normal, et que tout ce qu'on a reproché, même ce que les gens ont reconnu, c'est considéré comme étant dans l'ordre normal des choses et qu'il n'y a pas de faute dedans. On attend de savoir ce que le juge va dire. C'est pour ça que nous considérons, nous, on n'a pas besoin de longues polémiques. La seule chose qui nous préoccupe et qui nous intéresse, sur laquelle on attire l'attention de tout le monde, c'est que nous devons rester fermes, stoïques et imperturbables dans ce combat qui doit exiger que la vérité se fasse savoir, que des sanctions soient faites et que de manière proportionnée, chacun à la hauteur de la faute qu'il est venu à commettre et en vertu de nos lois, c'est ce que nos lois n'ont pas prévu. En vertu de nos lois qui sont là, on va savoir ce que la justice va dire. Le collège que nous avons suivi d'avocats, et parce qu'ils pensent que c'est comme ça qu'ils peuvent, c'est la ligne de défense qu'ils se donnent pour vouloir défendre leurs clients. Je pense que chacun doit garder son sang-froid et savoir raison garder. Nous restons lucides. Nous restons lucides dans la suite, dans le suivi de ce dossier, et personne ne peut perdre. Donc ils perdent leur temps. Ceux qui pensent qu'ils peuvent contribuer à contre-courant et chercher à vouloir torpiller les gens. Nuhu Mahamadou Arzika, que vous retrouverez en partie magazine de ce journal. Rendez-vous donc en fin du journal. Et puis cette pensée quotidienne à l'endroit des acteurs de la société civile, à savoir Michael Zodi, Munkaila Halidou et Moudi Moussa, qui vont passer leur 85e nuit de détention dans les maisons d'arrêt de Daikaina, Walam, Kolo, dans les régions de Tillabéri. Ils ont été tous arrêtés à la suite de la manifestation pacifique du 15 mars 2020 contre le détournement de plusieurs milliards de francs CFA au ministère de la Défense nationale. Depuis leur arrestation, des voix s'élèvent au Niger et à l'international pour exiger leur libération. Autre aspect de cette édition, poursuite de rencontres de restitution des acquis dans les partis politiques au profit des femmes. En effet, ce matin, c'était au tour des femmes des partis Lumana et Amina Amin qui ont été formées par l'ONG FAD sur les textes juridiques et communication politique de restituer aux autres femmes de leur parti ce qu'ils ont appris. Le compte rendu de Asma Oseidou et Cheibou Guissou.
C'est dans le cadre du projet Amélioration de la participation politique des femmes en vue des élections futures que l'ONG FAD, Femmes, Action et Développement, a initié cette série de formations et restitution des acquis dans les partis politiques au profit des femmes. Cette formation qui a réuni les femmes du parti Amin Amin et Lumana des 5 communes de la ville de Niamey. L'ONG FAD en 2019 a eu à former une cinquantaine de futures candidates sur les textes juridiques et la communication politique. Ces formations avaient pour objectif de renforcer les capacités des potentielles candidates afin d'améliorer la participation qualitative des femmes en politique. Donc, suite à ces formations, nous avons constaté un certain besoin d'apprendre sur ces thématiques, d'où les restitutions qui ont lieu aujourd'hui. Nous avons, au-delà de ça aussi, décidé de promouvoir la solidarité féminine en mettant ensemble 2 parties afin que les restitutions se fassent par binôme. Les bénéficiaires saluent cette noble initiative et ne cachent pas leur sentiment de satisfaction et aussi de reconnaissance. L'ONG FAD a pensé utile de se retrouver ici au niveau du parti Amin Amin avec une vingtaine de femmes du parti Amin Amin et une vingtaine de femmes du parti Lumana pour pouvoir profiter de la formation qu'ils ont eue afin de restituer aux femmes les acquis de leur formation. Cette initiative de l'ONG FAD est vraiment salutaire parce que c'est pour interpeller les femmes à une prise de conscience par rapport à leurs droits. Et les thèmes, c'est sur le droit, c'est sur le marketing politique, c'est sur les textes en faveur des femmes. Nous sommes à la veille des élections et l'ONG FAD a pensé utile de former ces femmes pour qu'elles sachent se défendre, pour qu'elles sachent arracher leurs droits. Merci beaucoup à l'ONG FAD d'avoir vraiment pensé aux femmes des partis politiques en ce temps de l'approche des échéances électorales. Nous sommes fiers d'être ici, surtout avec nos camarades de Amin Amin. Le choix de nous mettre ensemble nous rend vraiment trop fiers. Et c'est un combat que nous avons pris l'engagement de faire pendant des années. Surtout, l'émergence de la femme dans notre parti est un credo pour notre président. C'est un credo. Il l'a toujours cru, il l'a toujours clamé et il l'a toujours appliqué. Inch'Allah, les élections arrivant, nous allons voir, tout le monde va voir que la femme a quand même une place très déterminée au sein de ce parti-là. Le chef du projet de l'ONG Femmes, Action et Développement a enfin appelé ces femmes à accorder plus d'attention à cette formation afin d'en tirer ses profits, surtout à quelques mois des échéances électorales. L'Institut de recherche en sciences humaines a servi de cadre à une conférence à débat sur le thème « Établir le jalon sur le dialogue social ». Cette conférence à débat a été animée par le professeur Halidou Yakouba et le docteur Elisabeth Chérif. Le compte-rendu de Alice Ibrahim et Halidou Bourema. Établir le jalon sur le dialogue social est un thème qui se justifie eu égard à l'actualité mondiale dominée par des conflits de toutes sortes. Dans cette tourmente, la majorité des États africains ne vivent pas la paix, résultat découlant de la mauvaise gestion du pouvoir, particulièrement démocratique. Dès lors, la panne est patente et l'ingrédient nécessaire au vivre ensemble qu'est le dialogue est malmené dans tous les sens. L'homme par nature est dialogue. L'essence de l'homme, nous le disons, est dialogue. À tout moment, nous sommes en train de dialoguer. Même en ne parlant pas, nous sommes en train de dialoguer. Et tant entendu, comme l'a dit le directeur de l'IS, Platon pense que la pensée elle-même, c'est un dialogue intérieur que l'âme entretient avec elle-même. Mais s'il est vrai que l'essence de l'homme, c'est le dialogue, il faut que le dialogue soit aussi son existence. Il faut que le dialogue se traduise aussi dans ses actes. Parlant du dialogue, il est évident qu'actuellement dans notre pays, il n'est pas l'outil le mieux utilisé
pour aplanir les difficultés, surtout sur le plan politique. Alors la question qui s'impose est la suivante. Comment faire pour ramener le dialogue au centre des actions? Avec tout le respect que l'on doit à tous les acteurs respectables de la scène politique nigérienne, on est en droit de parler d'une certaine cacophonie où tout le monde parle, mais en même temps, on ne se comprend pas. Et pire encore, on ne sait pas où on va. Quelle solution? Comment permettre à ce qu'il y ait l'installation, l'émergence d'un dialogue, aussi bien entre la classe politique elle-même et la classe politique et la population? Agir avec une population épanouie, c'est vraiment donner au dialogue la chance d'être l'instrument du développement. Plus on connaît une population, plus on lui donne la possibilité de s'exprimer, d'exprimer ses besoins, plus on a la possibilité de saisir ses besoins et puis d'apporter des réponses incisives, appropriées à leurs attentes. Étant un peu que la classe politique s'accorde sur la nécessité d'établir de bons projets de société qui ne se fondent pas sur la différence et sur l'opposition par rapport à l'autre, mais sur les projets concrets, sur l'ambition qu'elle a pour ce pays, pour son avenir. Quelles sont les véritables motivations du dialogue politique? Et cette question va nous permettre de faire la différence entre un dialogue conjoncturel, un dialogue concret juste pour débloquer une situation, pour résoudre un problème précis, c'est conjoncturel, et puis un dialogue qui se veut permanent, qui véhicule une culture de dialogue, de tolérance, n'est-ce pas? Une culture de compromis basée sur la recherche du bien commun. Le dialogue est nécessaire pour une société qui aspire au développement et les Nigériens, plus que tout autre, ont le devoir de l'utiliser afin de trouver des terrains d'entente à même de satisfaire l'intérêt général. L'auditorium du Centre culturel franco-nigérien a servi de cadre à une réunion du comité de pilotage des activités des Olympiades de la jeunesse nigérienne. Objectif, faire le bilan des activités déjà menées dans le cadre de l'OJPN. Le compte-rendu de Abdul Razak Léo et Sadou Doumi. Faire le bilan des activités déjà menées dans le cadre des Olympiades de la jeunesse nigérienne. C'est l'objectif de cette réunion du comité de pilotage des activités de ces Olympiades de la jeunesse nigérienne. Un projet pilote qui concerne dans un premier temps 4 régions, Niamey, Maradi, Zender, Agadez. Le cabinet du président de la République, à travers la cellule jeunesse et sport, a initié ce projet. Et grâce à l'appui de la coopération française, ce projet prend forme sur la base, évidemment, d'un travail fourni par le ministère de l'Éducation de base, à travers toutes ces représentations régionales où est implanté le projet OGN. Aujourd'hui, c'est l'occasion de se retrouver pour faire le point d'une première phase que nous avons pu effectuer jusque-là et tirer les leçons de ce qu'on a fait déjà et entrevoir tout ce qui va se produire à l'avenir d'ici décembre prochain, Inch'Allah. C'est vrai, au début, ça a été difficile. Les gens ont beaucoup hésité, mais au fur et à mesure qu'on a avancé, les choses ont pris forme. Et aujourd'hui, le projet OGN a été inscrit pour être soumis à un forum international sur la paix qui va se dérouler en novembre prochain normalement à Paris. Et le projet OGN fait partie des projets qui ont été soumis. Ce comité de pilotage, c'est le deuxième du nom. On en avait fait un il y a 1 an au moment où on lançait le projet. On venait d'avoir les crédits du ministère français des Affaires étrangères et on mettait en place le comité de pilotage. Aujourd'hui, on est au 2e comité qui en fait va faire le bilan de l'année qui vient de s'écouler, qui a été très positive, qui nous a permis de consommer 88% des crédits qu'on a reçus. Et on a reçu une 2e tranche et qu'on va utiliser du mieux possible pour l'année qui vient, l'année scolaire. On a appelé ça la saison numéro 2, comme dans les séries si vous voulez, pour marquer vraiment OGN dans le paysage. Voilà. Donc aujourd'hui, on va un petit peu comme dans un conseil d'administration rendre compte de la bonne utilisation des fonds qu'on a reçus, de l'implication de tous les acteurs et aussi présenter notre plan d'action pour l'année qui vient.
Cette réunion, c'est aussi l'occasion de se pencher sur la deuxième phase de ce projet qui vise essentiellement à relancer l'éducation physique et sportive à l'école primaire. Nous en venons à présent à la partie magazine. Elle est consacrée à l'interview que nous a accordé l'acteur de la société civile Nuhu Arzika suite à la sortie médiatique des avocats de certains fournisseurs du ministère de la Défense nationale cités dans le rapport d'audit. Très bonne réception. À l'issue de l'enquête qui a été faite dans le cadre de l'inspection au niveau de l'inspection générale des armées et de la gendarmerie, et on a débouché sur un certain nombre d'actes assez graves en termes d'utilisation des ressources nationales mis à la disposition de ce ministère pour créer les conditions qui devaient permettre à nos forces de défense et de sécurité, ici les forces de défense et de sécurité, c'est-à-dire l'armée, de disposer des ressources financières, matérielles, en termes de moyens nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Une mission, comme vous le savez, est très importante, très exaltante, en ce que ça concerne la vie de l'État, en ce que ça concerne la vie de la nation, en ce que ça concerne la défense de la nation. Et tous les rapports, avant même, vous le savez, avant qu'on ne vienne à parler du dernier rapport qu'on a donné, c'est-à-dire qui parle de la période de 2017 à 2019, dans un premier temps, on a parlé de 1700 milliards, c'est-à-dire le montant qui a été alloué au niveau de ce ministère durant la période de gestion et de Issoufou depuis qu'il est là. Donc on parlait de 2011 pratiquement à 2019. Et puis par la suite, le rapport, quand il est sorti, bon, il a donné des résultats concernant une affaire de quelques 76 milliards. Donc, beaucoup de gens étaient déçus, même d'entendre que ce n'est que ça, parce qu'on a parlé de 1700 milliards, on a cherché à comprendre ce qui se passe. Maintenant, quand on a suivi hier les propos tenus par les avocats, on s'est demandé, en fait, qu'est-ce qui les fait courir ? Est-ce que leur intervention, elle est réellement une intervention opportune? Et s'ils considèrent que ce qui leur est reproché, j'allais dire, à leurs clients, n'est pas du tout un problème, est-ce qu'il y a des raisons à ce qu'ils s'agitent de la sorte? Est-ce qu'il y a une motivation pour qu'ils s'agitent de la sorte? Et qu'ils viennent à s'en prendre pratiquement à tous ceux qui ont estimé qu'il y a problème et qu'il y a nécessité que l'on soit dans la position de chercher à ce que cette question-là soit très bien traitée. Et nous l'avons dit d'ailleurs dans notre déclaration d'hier, que nous avons rendue à l'occasion des 3 mois de détention arbitraire, abusive et injuste de nos camarades Khalid Moukela, Moudi, Moussa et Michael Zodi. Nous sommes revenus là-dessus pour exiger que tous ceux qui sont concernés par le dossier, n'a pas seulement une affaire des commerçants dont on a indiqué, mais tous les responsables politiques, administratifs et techniques qui sont concernés par l'attribution de ces marchés-là, de ces faux marchés, parce qu'on a vu quand le monsieur dit qu'il n'y a pas de responsabilité, il n'y a pas de problème, dès lors que vous acceptez de reconnaître que vous avez eu un marché que vous n'avez pas exécuté, vous n'avez pas livré, ou que vous avez encaissé de l'argent et que la marchandise n'a pas été livrée et qu'il n'y a pas d'explication, mais on vous appelle comment? On vous appelle comment? Donc, c'est assez surprenant que ces avocats, je respecte beaucoup nos amis avocats parce qu'on travaille avec beaucoup, justement, c'est nos collaborateurs, c'est nos partenaires, c'est avec eux on travaille pour tenter de porter nos voix et nous défendre face à l'assaut de ces régimes qui cherchent coûte que coûte à être dans la position de briser nos reins et nous empêcher de parler et d'agir.
Mais néanmoins, je suis désolé de constater qu'il y a parmi justement ses camarades, ses amis, ses avocats, ceux qui, naturellement, pour des causes qu'ils croient défendre, se permettent de poser un certain nombre d'actes qui, naturellement, ne trompent personne. Nous, en ce qui nous concerne, nous comprenons bien leur démarche, leur logique. C'est exactement la même chose. Lorsque, il y a quelque temps, vous vous rappelez, un avocat aussi a fait la même chose concernant notre camarade Ali Idrissa dans un autre dossier par rapport à la même situation où il est sorti de façon catastrophique faire un point de presse pour raconter un certain nombre de choses qu'il a dit. C'est que les uns et les autres doivent retenir. Notre détermination, elle est inébranlable sur cette question. Et il y a une grave situation qui est constatée au niveau de ce ministère de la Défense, qui a des indications, j'allais dire des implications graves en termes de conséquences que nous avons tous déplorées, notamment le fait que, faute de l'acquisition des bons matériels, faute de la bonne utilisation des ressources mises à la disposition de ce ministère, il y a eu la mauvaise gouvernance au niveau de ce ministère qui a conduit à tout ce que nous avons été amenés à enregistrer en termes de morts d'hommes, en termes aujourd'hui de veuves et d'orphelins que nous enregistrons, et des blessés qui sont encore là, qui sont en train de travailler à chercher à sortir de leur situation de blessure. Donc la question n'est pas de la plaque. Pour que quelqu'un pense qu'on peut être là, en train d'aligner quelques mots et croire que ça suffit pour endormir notre peuple, pour endormir les citoyens, pour tromper la vigilance des citoyens. C'est pour ça que nous restons, nous, sereins. Notre conviction, c'est que, comme nous l'avons déjà dit une fois avec vous ici, la question de ce qui s'est passé au niveau du ministère de la Défense nationale, c'est Dieu même qui a rendu possible qu'on vienne à découvrir la gravité de la mauvaise gouvernance qui a caractérisé durant les 9 ans-là, ce régime-là, avec la plupart de ceux qui ont été investis de la confiance qui leur a été placée en eux pour gérer les deniers publics, pour accomplir des missions de l'intérêt de notre pays, mais qui ont trahi leur âme, ils ont trahi le peuple, ils ont trahi la confiance du peuple, ils ont trahi la croyance que le peuple a eue en eux. Qu'aujourd'hui, on puisse considérer que parmi ces responsables-là, vous avez des ministres aujourd'hui qui comptent plusieurs dizaines de villas, plusieurs milliards dans leurs mains, soit chez eux, dans leur trou, ou bien dans leur jardin, ou dans leur maison, ou à l'extérieur. Ils ont eu ça comment? C'est pas une honte? C'est pas une honte qu'on puisse avoir des situations pareilles? Qu'on puisse avoir des gens qui ont eu à se comporter de la sorte et que du fait de ce comportement-là, qu'on ait pu avoir de nos compatriotes qui sont morts comme ça, bêtement, de façon triste, alors que tout le monde connaît l'histoire de notre armée. Tout le monde connaît que notre armée a été capable de pouvoir résister face à tout ce que nous avons connu comme expérience de gestion de la crise sécuritaire. Et qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des situations où on peut attaquer nos compagnies et nous neutraliser. Comme ça s'est passé à Inates, comme ça s'est passé à Chinagoda, comme ça s'est passé à Bosso, à Toumour, partout. Parce que tout simplement, ici, il y a un aspect qu'il n'est pas encore révélé, il doit l'être. C'est l'aspect de la gouvernance même de la gestion du ministère de la Défense par rapport à la gestion des ressources, qui n'est pas seulement l'achat de matériel, mais la manière dont on a géré le ministère, les ressources qui sont destinées aux soldats, qui sont destinées aux agents dans la tour. Il y a eu des détournements qui ont été orchestrés. Tout ça là, dans l'enquête là, il y a une suite qui doit nécessairement arriver, qui doit nécessairement venir pour que le peuple nigérien sache exactement à quoi s'en tenir. Et que ici là, ils ont fait un retraitement par rapport à ce qu'on a donné. On dit, bon, on a pu mettre en évidence qu'il y a 76 milliards en cause. De ce qu'on a dit,
Et après, on a fait un traitement pour dire bon, que y a eu, ce sont des exagérations, c'est des surfacturations, que les gens ont surfacturé. Et puis après, maintenant, on leur demande de revoir le prix par rapport à ça. Mais où étaient ces gens-là qui ont accepté les premiers prix? Ils étaient où? Comment ils sont venus à ça? Comment ils sont venus à arriver à accepter déjà des choses comme ça? Pour qu'on puisse être dans la position d'accepter certains prix proposés. Dans le cadre, naturellement, d'une sorte d'omerta. Les gens, ils ont pensé, c'est ça que je veux que chacun comprenne. Les gens ont toujours considéré que le ministère de la Défense, c'est une omerta. Au nom du soi-disant secret défense, quel que soit ce qui va se faire, c'est du maja-maja, n'importe quoi, ça va passer. Et les gens se sont mis à cœur joie à se comporter de la sorte. Et ça, c'est depuis le premier mandat de Issoufou jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça qu'on continue à insister sur la nécessité de ne pas limiter l'enquête uniquement à la période de 2017 à 2019 et qu'on doit absolument faire l'inspection, elle doit être reprise sur toute la période qui a concerné le mandat dont on parle du bilan aujourd'hui. Parce que même récemment, quand le président parlait de son bilan, elle parle du bilan de 9 ans. Même là, on fait des documents, c'est des bilans de 9 ans. Mais pourquoi on va grignoter une partie et on va laisser l'autre? Alors qu'on sait que dans cette partie-là, dans ces parties-là, il y a des gens qui sont en cause et dont on a vu clairement le niveau d'enrichissement. On les connaît avant qu'ils soient nommés à ces fonctions. On connaît qui ils sont. Et voilà, aujourd'hui, on les retrouve dans une situation où ils sont devenus des magnats, des multimilliardaires, ils constituent désormais la nouvelle nomenclature, la nouvelle classe moyenne, avec les ressources qui les permettent d'acheter tout ce que nous sommes en train de connaître et de savoir aujourd'hui, parce que les langues se délient là. Voilà pourquoi nous considérons que ce que les avocats là ont fait, c'est peine perdue. C'est juste pour en fait amuser la galerie. Tout ce qui a été dit et qui a été relevé et qui est susceptible d'avoir une qualification pénale, c'est au juge de décider. Ce n'est pas à l'avocat. Maintenant que les avocats soient dans la position, parce qu'ils doivent justifier qu'ils sont en train de faire quelque chose pour qu'ils puissent bénéficier, comment on appelle ça, des honoraires importants, et qu'ils prennent leur part du pactole qui a été encaissé par tous ces gens-là. Nous comprenons bien cela, mais nous estimons que c'est ridicule et que c'est même un acte, une démarche ignoble qui ne doit pas être, de notre point de vue, observée parce qu'elle n'est pas de nature à permettre à l'opinion de comprendre. Personne n'est aujourd'hui disposé dans sa tête à comprendre que ce qui s'est passé au niveau du ministère de la Défense, que quelqu'un vient nous dire qu'il n'y a rien, que ce n'est que du bruit, que tout ce qui s'est passé est normal. Et que tout ce qu'on a reproché, même ce que les gens ont reconnu, c'est considéré comme étant dans l'ordre normal des choses et qu'il n'y a pas de faute dedans. On attend de savoir ce que le juge va dire. C'est pour ça que nous considérons, nous, on n'a pas besoin de longues polémiques. La seule chose qui nous préoccupe et qui nous intéresse, sur laquelle on attire l'attention de tout le monde, c'est que nous devons rester fermes, stoïques et imperturbables dans ce combat qui doit exiger que la vérité se fasse savoir, que des sanctions soient faites et que de manière proportionnée, chacun à la hauteur de la faute qu'il est venu à commettre et en vertu de nos lois, se disent que nos lois n'ont pas prévu. En vertu de nos lois qui sont là, on va savoir ce que la justice va dire. Maintenant, dans notre déclaration d'hier, nous avons là aussi interpellé la justice. Nous avons interpellé la justice et les juges, et j'allais dire les magistrats, pour qu'ils sachent que ce dossier-là, tous les Nigériens suivent ça. Tous les Nigériens attendent de savoir la suite qui sera réservée à ça. Donc, tout magistrat qui va s'amuser dans le rôle qu'il est appelé à jouer, à s'amuser à jouer un certain jeu et qui est de nature à vouloir divertir les gens, je crois qu'il risque de regretter son acte. Parce que l'histoire retiendra. Et les uns et les autres diront que c'est voilà des gens qui ont été amenés à jouer un certain rôle qui a permis au peuple de se voir spolié et que rien n'ait pu être fait malgré la conviction et la croyance que tout le monde a
vis-à-vis de la justice. Voilà pourquoi d'ailleurs, dans notre combat, nous avons dit qu'on mène le combat dans le but que le dossier soit transféré entre les mains de la justice. Que la justice fasse son travail sur la base des lois et règlements en vigueur, sur la base des fautes commises par les uns et les autres, chacun dans la limite de la responsabilité qui est la sienne, et que personne ne puisse échapper. Et qu'on ne puisse pas aujourd'hui tout simplement être là en train de dire non, voilà, on a identifié quelques commerçants ou quelques sociétés à qui on a donné les marchés, et que bon, c'est eux qu'on va mettre en avant, on va faire du bruit autour d'eux. Mais on ne voit pas ce que représente la gravité de la responsabilité de ceux qui sont, en tant que responsables étatiques, ministres ou autres responsables dans le ministère, ont accepté d'orchestrer ça. Parce que souvent, quand vous entendez les gens parler, on a l'impression que ce sont les commerçants qui sont eux-mêmes venus décider de se donner eux-mêmes les marchés, décider de se faire valider eux-mêmes les marchés ou les livraisons qu'ils sont venus à faire, alors qu'il y a bien des gens qui ont décidé de les attribuer les marchés. Il y a bien des gens qui ont décidé de certifier que c'est fait. Même les faux papiers qui ont été faits, comme on a vu dans le cas de l'affaire de l'avion, où on dit avoir acheté, c'est des choses qu'on a placées sur l'appareil et autres, qui a donné lieu à un faux clair, et l'argent a été déboursé, alors que les appareils n'ont pas été acquis et n'ont pas été installés. Ça, c'est un cas. Donc, on ne peut pas dire que c'est rien que que le collège que nous avons suivi d'avocats, et parce qu'ils pensent que c'est comme ça qu'ils peuvent, c'est la ligne de défense qu'ils se donnent pour vouloir défendre leurs clients. Je pense que chacun doit garder son sang-froid et savoir raison garder. Nous restons lucides. Nous restons lucides dans la suite, dans le suivi de ce dossier, et personne ne peut perdre. Donc ils perdent leur temps. Ceux qui pensent qu'ils peuvent ramer à contre-courant et chercher à vouloir torpiller les gens. C'est pour ça que je termine en disant, il y a forcément, nous l'avons dit aussi dans notre déclaration, des mesures qu'il faut absolument prendre, notamment les mesures conservatoires, concernant certaines personnes qui sont des responsables. Comment quelqu'un qui a été présumé coupable de mauvaise gouvernance en tant que ministre, lorsqu'il était en exercice, il continue à exercer ou il continue à être ailleurs? Il est SG, il est DG, il est chef d'état-major ou il est quoi? Il continue à exercer ses fonctions? Non. Il faut bien que pour que ça marche, qu'il soit mis de côté et que l'on puisse être dans la position d'avoir la possibilité de continuer l'enquête avec d'autres personnes qui vont poursuivre le travail, mais qu'elles doivent attendre de connaître la suite qui sera réservée à l'ensemble du dossier lorsqu'il finira d'être traité. Mais on ne peut pas aujourd'hui. Vous avez vu le ministre, ici au Burkina Faso, c'est une seule villa qu'on lui attribue et on lui reproche d'avoir construit une villa qui dépasse les salaires et qui a, c'est-à-dire que les moyens licites qu'il est censé avoir. Malgré toutes les gymnastiques qu'il a faites pour tenter de montrer qu'il n'a pas détourné, il n'a pas fait ceci ou cela, aujourd'hui, il est en prison. Ici, nos ministres, là, il y en a qui, c'est en dizaines qu'il faut compter les villas qu'ils ont acquis. C'est par dizaines. Sans compter d'autres choses, les champs, les jardins, n'importe quoi, qui sont venus aujourd'hui à pouvoir mettre en place. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Le Burkina, c'est notre voisin. Mais comment est-ce qu'on peut prendre des mesures conservatoires comme ça au Burkina par rapport au comportement des ministres qui n'ont fait que ça? On parle de 300 millions, mais ici c'est un milliard. Pas un, pas deux, pas 3 milliards, c'est 1700 milliards qu'on a géré et là-dedans il y a eu beaucoup de maja-maja. Il n'y a pas que cette affaire de 76 milliards qu'on ramène à 45 milliards. Non, c'est pas ça. Ce qui se passe, c'est que c'est très grave. Il faut donc pour ça que nous ne nous sommes pas divertis. Que les interventions des uns et des autres qui peuvent toujours chercher à ramer à contre-courant pour tenter de défendre l'indéfendable, ils peuvent tenter de le faire. Mais nous, ce que nous attendons, c'est que les choses se passent au niveau de qui de droit. Dans le cas d'espèce, c'est la justice. Que la justice saisie du dossier puisse être en situation de rendre possible la justice au peuple. Faire en sorte que le peuple puisse, les droits dont les spolier, qu'on puisse. Et les personnes qui sont coupables,
par rapport à leur niveau de responsabilité, chacun en ce qui les concerne, conformément à nos textes, puissent payer pour ce qu'ils ont posé comme acte. Quand les avocats disent ceci n'est pas une faute, ceci n'est pas, c'est au juge de trancher. Ce n'est pas à nous ni à quelqu'un, c'est au juge de trancher. Et en vertu des lois qui sont là. Donc, nous, on n'est pas pressés. Mais on attend. Et autre chose que chacun doit savoir, mais l'affaire, ce n'est pas seulement au niveau du ministère de la Défense. Aujourd'hui, les informations que nous avons sont très graves par rapport aussi à d'autres ministères qui sont là où il y a aussi eu beaucoup de gaffes de la sorte. Et les gens se sont mis à s'embourgeoiser. En tant que ministre, directeur, DG ou autre chose, des positions qu'ils ont pu bénéficier, les gens se sont mis à ça. Et donc là aussi, il faudra bien que les inspections continuent. Et que partout où on a des soupçons, qu'on puisse être dans la position d'engager de façon claire et nette le suivi. Des ministères sont là, on les connaît. Et on ne peut pas être dans la position de dire, bon, Chikena, c'est le ministère de la Défense, et on va s'arrêter à ça. Non. Il y a déjà, si vous avez vu, il n'y a pas longtemps, il y a même un autre, malgré tout ce qui est en train de se dire là. Eux, ils pensent que c'est du tintamarre qui est en train d'être fait. Ça ne leur dit absolument rien. Ça n'a pas empêché qu'un des ministres écrive une lettre pour désigner des personnes lui-même qu'ils considèrent qu'ils doivent bénéficier d'un marché important qu'ils ont essayé de tailler de plus de combien de milliards. On parle de 800 milliards de marché. Et on désigne des gens. C'est eux seuls qui doivent être consultés, c'est eux seuls qui doivent être impliqués, associés. Et les autres Nigériens, non. Non. Nous pensons que aujourd'hui, là, nous sommes à l'heure du blanc. Ça fait 9 ans que ça dure. Nous sommes dans la 10e année. Alors, tous qui ont posé des actes de prévarication, de trahison, d'abus de confiance par rapport à ceux qu'ils ont eu comme responsabilité vis-à-vis de notre peuple, on doit les désigner et on doit les châtier. On ne peut pas laisser des gens aujourd'hui continuer jusqu'à... Vous entendez des gens, ils ont même le culot. Certains, ils ont le culot malgré tout ce qu'ils savent qu'ils ont fait. Ils ont le culot encore de vouloir avoir de la voix pour vouloir faire croire au peuple que, en fait, ils pensent même rempiler. Ils pensent même qu'ils doivent être là parce que tout l'argent qu'ils ont volé, tout l'argent qu'ils ont eu de toutes les manières qu'ils ont eu, comme on dit, l'enrichissement sans cause, l'enrichissement illicite dont ils ont aujourd'hui acquis, alors ils pensent que les Nigériens sont sans âme et qu'on va aller à des élections tronquées, donc des élections truquées, ils vont acheter les gens et ils vont payer, ils vont distribuer de l'argent et les gens vont les reconduire. Et comme ça, ils auront investi et ça va être une réperpétuation des pratiques. Et puis ça n'est fini du peuple nigérien, de la nation nigérienne, de notre ambition commune de bâtir une république une et indivisible, démocratique et sociale, qui soit une république pour tous, pas une république pour quelques-uns. Voilà pourquoi notre résolution est stoïque et notre engagement est ferme. Et nous l'avons dit dans notre déclaration, nous avons lancé un appel à la mobilisation générale de tous les citoyens pour qu'ils sachent que c'est notre pays. Personne ne viendra faire cette lutte-là à notre place. Maintenant, si les gens vont choisir de considérer qu'ils vont faire la danse du ventre, les gens, chacun va essayer de courir derrière ses petits intérêts sordides et ils vont se laisser aller et que finalement la lutte ne va pas pouvoir se faire. Les gens vont choisir de faire ce qu'ils veulent parce qu'ils savent qu'il n'y a rien en face et qui peut leur imposer quoi que ce soit. Alors dans ces conditions, allez, on y va. Ça serait donc le pays qui va perdre et c'est le Niger qui va perdre. C'est notre âme qui va être ébranlée et donc par conséquent, ça n'est fini de tous les combats que nous avons menés. Mais j'ose espérer que le peuple nigérien est un peuple digne. Il est un peuple fier. Vous pouvez le coincer, mais même s'il lui reste quelques centimètres de survie qui restent, il sera capable de réjaillir de ses cendres et être à mesure de recréer les conditions, de relancer le combat, de réussir le combat et de gagner le pari.